Nous sommes sur le champ de la bataille d'Eylau, en février 1807. Dans une violente tempête de neige, les Russes et les Français s'affrontent dans un combat sans pitié. Victor Hugo, dans l'un de ses poèmes, nous raconte la scène. Tout croulait sous les obus, le cloître, l'église et le clocher. On entendait le bruit des décharges semblable à des écroulements énormes. Les faubourgs de la ville d'Eylau prenaient feu. Les tambours redoublaient leur musique horrible. Et sous la nue, 600 canons faisaient la basse continue. La bataille d'Eylau est l'un des combats les plus sauvages de la décennie. Une victoire pour Napoléon, c'est vrai. Une victoire qui lui coûte le tiers de ses effectifs, morts, blessés ou prisonniers. Il faut donc réagir. Il faut réagir le plus rapidement possible. La résistance des Russes, en effet, pourrait laisser planer le doute sur la véritable force de la Grande Armée. Dans cette vidéo, nous tenterons de comprendre comment Napoléon a su, ou cru, terminer les guerres de la Révolution. Après avoir mené ses troupes en Autriche puis en Prusse, il est persuadé que la prochaine bataille lui permettra d'avoir la paix. Car cette paix, il la veut à tout prix. À tout prix car dans toute l'Europe, et surtout en France, son pouvoir est de plus en plus contesté. Aussi, à l'aube de l'été 1807, tous les yeux sont rivés sur la Prusse, sur la France et sur la Russie. Du sort de la campagne, en effet, dépend peut-être l'avenir du continent et du siècle à venir. Nous sommes de retour en Prusse, en février 1807. Cette fois-ci, et contrairement à son habitude, Napoléon Bonaparte n'a pas été décisif. 20 000 hommes sont morts, sont blessés ou sont prisonniers, sur les 60 000 engagés. Le carnage est tel que l'empereur lui-même reste 8 jours sur les lieux pour porter secours aux invalides. Après une série de grandes victoires, le doute s'empare tout à coup des soldats. Pourquoi une telle boucherie? Pourquoi un tel carnage? Quel jeu horrible a mené autant de jeunes hommes mourir ici, si loin de leur pays? Dans les épisodes précédents, nous avions dit que la guerre en Europe avait pris un tournant idéologique. Nous avions d'un côté l'Empire français, diffusant une certaine idée de la modernité politique, et de l'autre, nous avions les puissances européennes, se battant pour contrer l'expansion française et pour détruire l'idéal révolutionnaire. Cependant, il serait imprudent de considérer que l'empereur ne cherche la victoire que pour battre ses voisins. Non, il aurait également besoin d'un triomphe pour asseoir son autorité en France. Est-ce à dire donc que le régime impérial est encore fébrile? Revenons un instant à l'infographie que nous avions dessinée lors d'une vidéo précédente. Selon ce graphique, le paysage politique français de l'époque restait divisé entre royalistes d'un côté et républicains de l'autre. Une profonde division, qui, creusée par des années de crise alimentaire et de guerre civile, a poussé l'élite politique à installer un pouvoir fort. Officiellement, le consulat puis l'Empire sont donc proclamés pour sauvegarder la Révolution. Mais certains pensent le contraire. Tout le contraire. Germaine de Staël, par exemple, l'une des écrivaines les plus influentes de son temps, dépeint l'empereur comme un manipulateur et un traître aux idéaux qu'il a promis de protéger. Regardons par exemple la constitution du régime impérial. Elle prévoyait 3 assemblées. Un sénat pour écrire les lois, un tribunat pour les discuter, et un corps législatif pour les voter. L'ensemble était placé sous la supervision du suffrage universel, puisque l'empereur doit être approuvé par plébiscite et que 2 chambres sur 3 sont élues par la population des hommes adultes. Officiellement donc, on est en plein dans le rêve de 1789. Les pouvoirs sont séparés, le suffrage est universel, quoique masculin. Que demander de plus? Sauf que Germaine de Staël note un problème de taille. Ce problème, c'est que la nomination des élus reste sous le contrôle étroit du gouvernement. L'empereur, en effet, nomme les membres du Sénat, et ces mêmes sénateurs choisissent ensuite les députés parmi une liste de candidats nommés par les citoyens. En définitive, le dit « citoyen » a peu de chances d'influer sur la politique. Cette situation, en 1799, ne dérangeait pas tant. La menace de l'invasion, la rébellion royaliste, la peur d'un coup d'État jacobin, tous ces événements justifiaient la mise en place d'un pouvoir fort. Mais en 1807, la menace de l'invasion s'éloigne, et l'on reste dans l'attente de réformes. Et c'est d'autant plus vrai quand on regarde la situation économique. Prenons le cas de Nantes, par exemple.
Nantes, autrefois le premier port de l'Atlantique, grâce à l'activité des colonies. Malheureusement pour les habitants, la Révolution a plongé la ville dans la misère. La guerre civile, les maladies, l'arrêt du commerce extérieur, au moins 1/7 des habitants sont morts en quelques années. On comprend donc, dans ces conditions, pourquoi le régime impérial a du mal à justifier sa politique. Oui, c'est vrai, Napoléon a ramené la paix dans la région. C'est vrai aussi qu'il a fait construire un lycée, une préfecture, une cour de justice. Mais avec le blocus britannique et la guerre contre les Russes, le dynamisme de l'économie est au plus mal. Ceux qui ont perdu leur emploi ne l'ont pas retrouvé. Ceux qui tenaient un petit commerce n'ont plus de clients. Ceux qui survivaient dans la rue en cirant des chaussures se sont parfois reconvertis en voleurs à la tire. Aussi, si la situation économique ne s'améliore pas, il n'est pas certain que l'Empire soit encore populaire très longtemps dans l'opinion publique. Et pour que le marché retrouve de son dynamisme, il faut 2 choses. La paix sur le continent et la liberté des mers. Bref, pour imposer son pouvoir et fonder une nouvelle dynastie, Napoléon a besoin de terminer la guerre. De la terminer de façon triomphale. L'empereur en est d'ailleurs certain. Il n'a besoin que d'une bataille, que d'un ultime engagement pour amener la paix sur le continent et proclamer un nouvel ordre européen. Un ordre qu'il imagine déjà plus libéral, plus révolutionnaire, plus napoléonien. Nous sommes de retour en Prusse, au mois de février 1807. Après son match nul contre les Russes, Napoléon recule pour passer l'hiver plus au sud. Dans l'attente des beaux jours, il fait installer son quartier général à Osterode, puis il prend les dispositions suivantes. Fort de ses victoires contre les Allemands, l'empereur est désormais en écrasante supériorité numérique. Il dispose de 150 à 200 000 hommes, contre à peine 100 000 soldats sous les drapeaux du tsar. Néanmoins, les Français doivent couvrir un front s'étendant sur des milliers et des milliers de kilomètres. En effet, il faut garder les villes, il faut protéger Berlin, il faut tenir Varsovie, il faut administrer les routes et battre la campagne pour nourrir la grande armée. Autant de dispositions qui ne laissent qu'environ 120 000 hommes à Napoléon pour combattre les Russes. Un chiffre suffisant tant que ces derniers restent séparés des 20 000 Prussiens réfugiés à Königsberg. De son côté, Bennigsen est en pleine hésitation. La seule solution qu'il eût trouvée contre la grande armée, c'était la fuite. La fuite jusqu'à ce que l'hiver enraye la machine de guerre de l'ennemi. Le tsar, lui, n'est pas d'accord. La Sainte-Russie, fuir. Si l'on ne peut pas vaincre les Français, il faut au moins montrer qu'on peut leur tenir tête. C'est l'honneur du pays qui est en jeu. Alors Bennigsen reçoit l'ordre d'attaquer. Au début du mois de juin 1807, les coalisés s'avancent en 3 points. Au nord et au sud, pour faire diversion, tandis que le gros des forces tente d'encercler l'avant-garde située sur le centre. Ainsi, à Gotstadt, c'est plus de 60 000 Russes qui débarquent subitement sur les 20 000 hommes du maréchal Ney. Ces derniers sont pris de court. D'habitude, c'est la grande armée qui attaque. C'est elle qui prend toutes les initiatives. C'est elle qui dicte le tempo de la campagne. Et cette fois-ci, Napoléon s'est laissé surprendre, et le maréchal Ney se retrouve subjugué par le nombre. Heureusement pour l'empereur, les soldats français ne manquent ni d'entraînement ni d'entrain pour se sortir du guêpier russe. Certaines unités se font encercler, mais leur expérience et leur discipline leur permettent de se frayer un chemin. Bref, l'offensive de Gutstadt tourne au raté pour Bennigsen. Les Français se sont échappés, et l'empereur est désormais fixé. Il sait que les attaques au nord et au sud de ses lignes ne sont que des diversions. Le gros des forces ennemies est juste là, juste devant lui. Alors la grande armée, en réaction, n'hésite pas une seule seconde. Vite, profitez de la supériorité numérique pour envelopper Bennigsen et l'anéantir. Voyant le rouleau compresseur se mettre en marche, les Russes et leurs alliés prussiens n'ont pas d'autre choix que de reculer. Que de reculer vite, que de reculer avec sang-froid pour se mettre en position défensive. Bennigsen étant la force jugée la plus dangereuse, Murat reçoit pour instruction de maintenir la pression sur les lignes adverses. Le maréchal fait donc comme à son habitude. À peine entrevoit-il les Russes qu'il déclenche une charge de cavalerie pour les empêcher de se retrancher. Malgré le feu nourri de l'artillerie russe, il enlève quelques précieux avant-postes et facilite ainsi le déploiement de l'infanterie. Et cette dernière, d'ailleurs, ne perd pas une seule minute. Le 10 juin 1807, Soult et Lannes opèrent un gigantesque mouvement d'encerclement par le nord. S'ils réussissent et que les renforts attaquent de front depuis l'ouest, c'est toute l'armée russe qui risque d'être capturée. La forteresse, se dit Bennigsen, pourrait donc ne pas suffire et il faut envisager la retraite.
Un témoin nous raconte alors à quel point le désarroi s'est emparé des Russes. Ce témoin, elle s'appelle Nadjeda Durova, surnommée la cavalière du tsar et peut-être la seule femme présente sur le champ de bataille. Elle, déguisée en homme sur l'approbation de son souverain, elle nous écrit la chose suivante. « Les Français, nous raconte-t-elle, les Français se battent avec acharnement. Ah, que l'homme en furie peut être épouvantable. Je ne sais comment nommer cette audace aussi sauvage que bestiale. » La cavalière compare l'attitude des Français avec celle des Russes. Et l'on voit ici toute la différence dans l'état d'esprit des soldats. Durova décrit ses compatriotes en ces termes. Des gens d'une pâleur de linge. Des gens qui se courbent très bas, toujours plus bas, comme s'ils voulaient éviter les boulets. Des gens, en définitive, qui sont grippés par la peur. La Russe nous décrit exactement ce que nous disions dans les épisodes précédents. D'un côté, les soldats français surmotivés, surexcités par la propagande révolutionnaire, face à des Russes trop froids, trop mécaniques, trop peu confiants. Alors Bennigsen n'a pas d'autre choix que de fuir. À la tombée de la nuit, il s'ouvre une voie de retraite, met ses troupes en alerte, et fonce tout droit vers le nord, en direction de Friedland. Durova nous rapporte alors les conversations dans l'armée russe. Tout est perdu, entend-elle. Tout est perdu, et il faut fuir avant qu'il ne soit trop tard. Pourtant, le général russe a reçu l'ordre de tenir son rang. Mais que peut-il faire avec des troupes aussi démoralisées? Il faut de toute urgence trouver un abri et faire la jonction avec les Prussiens à Königsberg. Il fait donc accélérer la marche, et ses hommes fuient tellement vite que selon les calculs de Bennigsen, les troupes ont désormais 1 à 2 jours de marche d'avance sur Napoléon. Aussi, le 13 juin 1807, les 80 000 hommes du tsar entament la traversée du pont de Friedland. On fait traverser l'artillerie lourde, puis la garde, puis l'état-major, on se hâte, on se dépêche, on s'organise. On s'imagine déjà détruire le pont après la traversée. On s'imagine déjà être à l'abri de façon définitive. Sauf que tout à coup, voilà que les éclaireurs rapportent qu'un corps d'armée français aurait atteint les environs de Friedland. Le doute s'empare alors des généraux. Voilà qui est bien embêtant. La grande armée serait-elle plus proche qu'on ne l'avait estimé? C'est impossible, insiste Bennigsen. Ces calculs sont corrects. Les Français sont encore loin, et ce que l'on voit, ce n'est qu'un corps isolé, esseulé, facile à prendre. Une chance, en réalité, de transformer la retraite russe en une stratégie victorieuse. Ainsi, à la tombée de la nuit, les 60 000 Russes qui n'ont pas traversé le fleuve se redéploient vers l'ouest. Mais sans le savoir, Bennigsen va droit au massacre. Napoléon n'est pas à plus d'1 jour de marche du champ de bataille. Pas du tout. Il en est à une demi-journée, et il sera là dès le lendemain. Il n'y aura donc pas de repos cette nuit pour la grande armée. Il va falloir marcher. Marcher le plus rapidement possible. Marcher pour piéger Bennigsen et mettre fin, peut-être, à 15 ans de guerre entre l'Europe et la Révolution. Nous sommes le matin du 14 juin 1807, près d'un village appelé Friedland. Bennigsen, persuadé que Napoléon est à plus d'1 jour de marche du champ de bataille, déclenche les hostilités contre le maréchal Lannes. Ignorant tout du véritable placement des renforts, il maintient les 3/4 de son armée sur la rive gauche. Ses meilleures troupes et une partie de son artillerie restent inutilement sur la rive droite. Mais pour l'instant, lorsque le jour se lève, rien n'est encore joué. Lannes se rend compte qu'il est dans une situation difficile. Au moment où nous parlons, c'est carrément du 1 contre 4. 60 000 Russes sur la rive gauche contre à peine 15 000 côté français. Cependant, le maréchal prend ses responsabilités. Les ordres sont les ordres. L'empereur est en route et il faut lui faire confiance. Lannes étudie donc les environs et dispose ses forces de façon à maximiser les défenses naturelles du terrain. D'abord, il fait investir le village de Postenen et les champs de culture qui le séparent de la Lina. La bataille se déroulant en plein été, les herbes sont hautes et il est possible de s'y cacher. Même chose au sud-est, la forêt de Friedland doit être investie, et chaque tronc, chaque branche, chaque ruisseau, chaque mètre de terrain boisé doit être utilisé pour ralentir l'avancée des Russes. Plus au nord, autour du village de Heinrichdorf, on fait barricader les maisons, on fait barricader les rues, on fait barricader les moindres retranchements urbains. Et partout ailleurs, on investit les granges, les canaux d'irrigation, les hameaux, n'importe quoi, pourvu que les Russes soient gênés dans leur progression. Lannes, lui, ne ménage aucun effort pour tenir l'adversaire à distance. Il passe d'un régiment à l'autre,
Il se montre au-devant du feu, il hurle ses ordres et ses encouragements, et promet que l'aide arrivera bientôt. Chacun, dit-il, chacun doit tenir sa position. Mais la seule question qui se pose, c'est tenir pour combien de temps encore? Quelle que soit la ténacité des Français, la loi du nombre finira par l'emporter tôt ou tard. Inquiet donc, le maréchal envoie un message à l'empereur. Vite, hâtez-vous. La bataille devient de plus en plus difficile. Napoléon, bien sûr, fait ce qu'il peut. Il fait rouler les tambours et fait envoyer les premiers renforts. En attendant, il décide du déploiement suivant. Lui-même, avec 25 000 hommes, il prendra position sur Postenen et sur Heinrichdorf. Quant au maréchal Ney, avec 20 000 autres soldats, il surprendra l'adversaire en débarquant par les bois de Friedland. Pour ce faire, il avancera caché, il avancera dissimulé, il avancera en toute discrétion pour assaillir les lignes russes par surprise sur leur flanc gauche. Si tout fonctionne comme prévu, Bennigsen sera pris en tenaille entre la Grande Armée sur l'avant et la rivière Lina sur l'arrière. Les troupes de Lannes doivent donc tenir encore un peu, quelques heures avant l'arrivée et le triomphe probable de Napoléon. De son côté, Bennigsen commence à se poser des questions. D'abord, parce qu'après 4 heures de combat à 4 contre 1, ses hommes n'ont même pas réussi à percer les lignes. Et surtout, il semble que Lannes commence à recevoir des renforts. Des renforts? Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible puisque Napoléon est à plus d'un jour de marche? Cependant, les éclaireurs insistent. Lannes reçoit effectivement des renforts. Le général se serait-il trompé? Non, non, répond Bennigsen. C'est impossible. Impossible parce que s'il s'est effectivement trompé, alors c'est la catastrophe absolue pour les Russes. Une partie de l'artillerie, nous l'avons dit, est positionnée sur la rive droite. Trop loin pour protéger les hommes d'un éventuel assaut de la Grande Armée. Et de plus, et surtout, et c'est là ce qui fait bouillonner l'esprit de Bennigsen, c'est que la seule voie de retraite, la seule à des kilomètres à la ronde, c'est le pont de Friedland. Mais que se passera-t-il si les canons français le détruisent? Tourova, dans ses mémoires, nous raconte même une scène invraisemblable. L'état-major russe est tellement en alerte qu'il a commencé, nous dit-elle, à sélectionner les soldats qui pourront traverser le pont. Les meilleurs éléments de l'armée, les officiers, les aristocrates, tout cela doivent se réfugier de toute urgence sur l'autre rive. La cavalière du tsar, elle, en fait partie. Mais qu'en pensent les autres? Qu'en pensent tous ces pauvres soldats qui ne sont ni assez doués, ni assez bien nés pour faire partie des fuyards? Côté français, lorsque Napoléon fait son apparition, il est accueilli par les cris et par les hurlements de ses soldats. Le triomphe est proche, tout le monde le pressent. Tout le monde, chez les Français, n'a qu'une seule envie, repartir à l'attaque contre les Russes qui reculent désormais en catastrophe. On ne surprend pas l'ennemi 2 fois en pareille faute, s'exclame l'empereur. Il rejette l'idée de reporter l'assaut au lendemain et prépare la Grande Armée à l'assaut final. Un dernier assaut, pense-t-il tout bas. Un dernier assaut, et ça y est, la paix et la victoire totale de l'Empire et de la Révolution. Devant l'arrivée des renforts, Bennigsen, lui, prépare ses défenses. Il s'attend à une offensive sur sa droite, mais il est surpris quand tout à coup, le maréchal Ney surgit des bois et l'assaille sur sa gauche. Les Russes sont pris de court encore une fois. Surtout qu'au même instant, Napoléon profite de la diversion pour faire arroser le pont de Friedland. L'armée du tsar est prise au piège. La Grande Armée se jette sur elle comme un seul homme. C'est fini. À Friedland, le bilan est absolument affreux pour l'armée russe. Sur 80 000 hommes engagés, près de la moitié sont en fuite, sont blessés, sont tués ou sont faits prisonniers. La Grande Armée, qui a commencé le combat à 1 contre 4, s'en sort à peine avec 10 000 pertes. Alors, est-ce que c'est la fin? Est-ce que le tsar va jeter l'éponge? Est-ce que la coalition va enfin déposer les armes? Est-ce que les 3 victoires d'Austerlitz, d'Iéna et de Friedland vont suffire pour garantir la paix? Si vous souhaitez le découvrir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à laisser un commentaire en bas de la vidéo, et rendez-vous au prochain épisode.